On vous propose de commencer et puis les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Merci à toutes et tous d'être présents sur ce webinaire du Hub. On a défini cette thématique en lien avec un chantier régional sur l'accès aux recherches en sciences sociales qui porte sur les sujets d'inclusion numérique et de médiation numérique. Puisqu'en fait, on sait qu'il y a des ressources et des acteurs de la recherche en Bretagne qui produisent des travaux très intéressants et on voulait mettre en place des actions pour permettre aux écosystèmes de la médiation numérique et plus largement d'accéder à ces travaux. Donc là, c'est une action dans ce cadre-là sous forme de webinaire. Donc je voulais remercier les trois intervenants qui vont prendre la parole cet après-midi, donc Jérôme Clerget, Mathieu Serrault et Pierre-André Souville. Je les laisserai peut-être se présenter au moment de leur intervention. Le webinaire, donc, il se déroule de 13h à 14h. On a prévu deux parties. Une partie plus introductive et d'échange, en fait, où on se pose la question comment accéder aux recherches sur l'inclusion numérique, avec une petite présentation des espaces ressources qui existent déjà, et puis des temps forts, des événements existants aussi en Bretagne et au national pour accéder à des présentations de recherche. Donc c'est un temps qu'on va co-animer avec Pierre-André, suivi d'un petit échange pour connaître aussi vos attentes en tant qu'acteur de la médiation numérique sur les thématiques, sur peut-être les formes aussi, pour mieux s'approprier les recherches. Et puis ensuite, on aura un temps plus conséquent, une demi-heure sur le partage des résultats d'une étude qui a été publiée en début d'année 2025. Donc les professionnels de la médiation numérique au défi de l'éloignement numérique. On laissera Jérôme et Mathieu faire cette présentation et on aura quand même un temps de questions, de réactions sur cette étude à la fin de la présentation. Donc on vous invite en fait à garder vos questions pour la fin de la présentation. Si vous avez des questions quand même qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter au fil de l'eau dans le chat. On essaiera avec Laura de regarder les questions qui viendront et de les reprendre à la fin de la présentation. Et puis vous pourrez aussi activer vos micros pour poser les questions oralement si vous souhaitez. Peut-être quand même pour une information de contexte. L'info a été diffusée cette semaine. C'est donc le dernier webinaire qui est organisé et animé par le Hub, puisque je pense la plupart d'entre vous ont eu l'information. Le projet s'arrête cet été, après 3 ans et demi d'activité. Il y a eu un comité politique à la fin du mois de mai qui a décidé de mettre fin au projet, principalement parce qu'on n'a pas de visibilité financière pour poursuivre sereinement nos missions. Donc avec Laura, Antoine qui est aussi connecté et moi, on va mettre fin à nos missions et à nos postes d'ici un mois. Donc on a encore quelques actions comme ça qu'on voulait maintenir, ce webinaire. On a des actions sur Portrait. Et donc si jamais vous avez des questions ou des réactions sur cette nouvelle, on s'est dit que ce webinaire, ça pouvait aussi être l'occasion d'en échanger, mais à la fin, on veut pas empiéter sur l'ordre du jour du webinaire parce que c'est pas l'objet, mais puisqu'on est tous les trois connectés, on peut prendre un petit temps après 14h si vous souhaitez pour échanger. Voilà, on restera connecté. On va passer du coup au vif du sujet. Donc déjà, l'idée, c'était de vous faire juste un petit panel des ressources qui existent. Alors, c'est pas exhaustif, mais on s'est dit que c'était les ressources principales. Pour des espaces en ligne où on peut trouver des travaux de recherche, vous avez le site du GIS Marsouin, du groupement d'intérêt scientifique Marsouin. Donc l'adresse est indiquée sur la diapo. En fait, c'est donc le groupement d'intérêt scientifique Marsouin. Il existe depuis 2002, si je me trompe pas, et donc il regroupe en fait des équipes de recherche plutôt en sciences humaines et sociales qui portent sur les sujets des usages numériques généraux. Et donc il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont en ligne, même des enquêtes qui ont été publiées il y a plusieurs années déjà. Donc c'est une bonne ressource pour
aussi aller trouver des enquêtes d'il y a 10 ans ou les plus récentes. Là, j'avais noté les plus récentes qui ont été mises sur le site. Elles portaient sur les questions de cybersécurité et de numérique responsable. Donc, on vous laisse aller piocher aussi sur ce site-là. Et donc, j'ai pas précisé, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site, enfin une équipe qui est bretonne, des chercheurs du Grand Ouest. Ensuite, on a mis le Lab Accès. Donc, c'est un programme de recherche-action qui est porté par le TILAB, le laboratoire d'innovation publique TILAB. Et donc là, c'est un programme qui porte plutôt sur les questions d'accès au droit dans un contexte de dématérialisation. Le Lab Accès, il existe depuis 2017. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'enquêtes, d'études, de rapports qui sont disponibles sur leur site. Sauf aujourd'hui, parce qu'on a fait le test tout à l'heure et plutôt dans la semaine, le site fonctionne pas en ce moment, le Lab Accès. Donc on a fait remonter le problème au Lab Accès, au TILAB. Voilà, ceux qui vont voir en direct, là, ce serait pas étonnant que la page réponde pas, mais normalement, sur leur site, ils mettent en ligne les enquêtes. Donc j'espère que ce sera résolu bientôt. Et donc le Lab Accès a présenté sa feuille de route 2025-2026 assez récemment. On était là et donc il y a des différents axes de recherche qui peuvent vous intéresser, puisqu'il y en a des recherches qui vont porter là sur l'accès au droit avec des dispositifs d'aller vers. Il y a aussi un axe de recherche sur les enjeux de l'introduction de l'intelligence artificielle dans les organisations et dans la relation aux usagers. Donc plutôt des enjeux d'actualité, donc peut-être à suivre dans les prochains mois, prochaines années. Ils font régulièrement des temps de présentation, le Lab Accès, qu'ils appellent des balises, sous forme numérique, enfin webinaire comme aujourd'hui. Donc à suivre pour avoir leurs actualités. Et le troisième point, c'était le labo Société numérique. Donc c'est un laboratoire en fait qui est piloté par la NCT et qui finance et rassemble différentes enquêtes, rapports sur les questions du numérique. Leur objectif, c'est vraiment d'avoir un regard critique sur les enjeux sociaux du numérique. Et donc, si je me trompe pas, c'est dans ce cadre-là aussi que l'étude qui va être présentée juste après a été financée. Et donc, ils ont aussi des dossiers thématiques qui sont peut-être plus accessibles parce qu'ils font eux-mêmes la synthèse des travaux en cours sur une thématique donnée. Donc là, par exemple, ils ont publié récemment un dossier sur les jeunes et Internet, avec aussi possibilité de creuser le sujet parce qu'ils proposent différents liens de travaux de recherche pour aller plus loin. Donc ça, c'est une bonne ressource aussi à aller voir. Et donc sur les temps forts, on a identifié un temps fort en Bretagne, qui est la journée qui est organisée par la licence USETIC, et je vais laisser la parole à Pierrot juste après pour vous en dire un peu plus. Nous, on a co-organisé plusieurs éditions, dont la dernière au mois de mai qui portait sur les parentalités numériques. Et donc voilà, chaque printemps, vous pouvez participer à Rennes, à l'université de Rennes 2, sur ces journées-là. Et plus proche dans le calendrier, c'est le numérique en commun qui est organisé par la NCT et qui cette année aura lieu à Strasbourg, 29-30 octobre, et la billetterie est ouverte. Donc si ça vous intéresse, c'est aussi un endroit où il y a des présentations de travaux, de recherche. Donc vous pouvez, alors c'est un peu loin, mais vous pouvez vous y inscrire. Si vous faites pas le déplacement, sachez que la plupart des présentations sont filmées généralement et il peut y avoir des replays à retrouver. Donc vous pouvez aussi retrouver les replays des éditions précédentes. Voilà pour les ressources, c'était ce qu'on a identifié de plus en lien avec un peu les enjeux qu'on avait cernés en tout cas sur la médiation numérique. Et donc, je vais laisser la parole à Pierre-André Souville. Je te laisse te présenter, si tu veux bien, et puis nous parler de la journée usétique, et puis un peu des échanges, enfin, proposer un échange sur les attentes que les participants peuvent avoir. Donc là, c'est le moment, si vous souhaitez, où vous pouvez aussi nous faire part de vos attentes, vos besoins sur ces questions-là. Oui, merci Agathe. Moi c'est Pierrot, enfin Pierre-André Souville.
Je travaille à la maison de quartier La Touche à Rennes. Je suis médiateur numérique et coordinateur de projet. Et je suis aussi enseignant sur la licence professionnelle médiation numérique, qui s'appelait USETIC jusqu'à cette année, mais qui est renommée pour la rentrée de septembre, licence professionnelle médiation numérique. Et effectivement, comme tu l'as dit, Agathe, on, on propose cette journée chaque année au printemps, au mois de mai. Là, vous avez la liste des thématiques. Hein, je ne vais pas les relire à l'oral, mais vous pouvez le lire en même temps. Les thématiques de ces dernières années. En fait, l'idée, c'est que c'est une rencontre d'une journée avec une conférence ou une table ronde le matin. Et l'après-midi, on propose un théâtre forum ou des ateliers. L'objectif de la journée, c'est vraiment de croiser les regards, en tout cas entre les travaux de recherche et les pratiques des professionnels. Donc, c'est vraiment une journée pour les professionnels de la médiation numérique, avec quelques mises en discussion d'apports théoriques. Donc, pour se rapprocher des travaux en sciences humaines et sociales, c'est une journée qui est intéressante. Donc, l'idée, alors vous avez aussi sur la partie droite les conférences organisées par le Hub et les webinaires animés par le Hub avec différentes thématiques. Moi, l'idée, c'est si le Hub disparaît, j'aimerais bien qu'on puisse reprendre aussi cette activité de proposer des webinaires de manière régulière. Donc, l'objectif de ce moment-là, de ce petit moment maintenant, c'est que si vous avez des envies, si vous avez des besoins, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à les écrire dans la zone de chat. Ça peut être des thématiques déjà traitées que vous voyez sur le tableau, ou ça peut être des nouvelles idées. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions vives dans l'exercice de vos métiers, des questions sur lesquelles vous avez envie de prendre du temps pour analyser ce qui se passe. Voilà, on peut imaginer soit des webinaires comme ça de manière régulière dans l'année, et sinon, on est aussi en recherche, nous, avec l'équipe de l'Université Rennes 2, l'équipe USETIC, de voilà, savoir quelle thématique on va traiter l'année prochaine. Donc, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, Agathe? Merci. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on échange un petit peu sur vos attentes. Je vois le message de Lionel de faire des temps d'échange sur l'animation des cafés IA. Effectivement, alors c'est le Conseil national du numérique qui a mis en place les déroulés, la procédure des cafés IA. Il y a plein de manières différentes de l'animer en réalité, et ça ouvre aussi beaucoup de questions. C'est comment on s'adresse à des personnes qui sont en panique et qui ont plus de crainte qu'une analyse sourcée sur l'intelligence artificielle. Donc il y a sûrement plein de choses à en dire. Ouais, je serais ravi qu'on organise des temps d'échange sur ce café. N'hésitez pas à alimenter la zone de discussion, parce qu'on va garder trace de ça, nous, après, et on s'en servira. Vous pouvez aussi, si ça vous vient plus tard, utiliser mon mail pour m'envoyer des idées. Je vous mets mon mail, moi, dans la zone de discussion. Donc voilà, thématique pour la prochaine journée USETIC, thématique pour les prochains webinaires. Je vous dis rapidement peut-être quelques exemples. En tout cas, à l'Université Rennes 2, dans le département des sciences de l'éducation, on est surtout orienté, on a surtout des sociologues. L'approche principale, c'est la sociologie. On a aussi quelques ressources en psychologie cognitive et aussi dans les sciences humaines et sociales en général, mais on pourrait aussi imaginer, notamment pour l'organisation de webinaires, avoir d'autres disciplines scientifiques, faire intervenir d'autres personnes. On pourrait, je sais pas, partir sur les sciences politiques, l'histoire des politiques publiques d'inclusion numérique, les mécanismes de participation citoyenne en ligne, les réseaux d'influence, je sais pas, l'accès à l'information, le lien avec la liberté d'expression. Enfin voilà, on a sûrement plein de thématiques sur lesquelles on pourrait faire intervenir. Je sais pas, je pense à Irénée Regnault ou à Mathieu Demory qui a fait une thèse justement sur l'exercice professionnel de la médiation numérique et qui serait intéressant de faire intervenir également. Donc je vois pas beaucoup de messages, mais vraiment n'hésitez pas à m'envoyer vos idées. Et si jamais ça vous vient pas, n'hésitez pas à utiliser mon mail pour le faire plus tard. Je sais pas, on pourrait aussi parler de l'économie du numérique et en tout cas les modèles économiques, en passant par les alternatives éthiques, en parlant des communs. On pourrait parler de posture d'accompagnement, de comment on conçoit des déroulés pédagogiques en lien avec les parcours d'appropriation des publics, en tout cas d'appropriation des technologies par les publics.
Je sais pas, on pourrait faire intervenir un juriste qui nous parlerait du cadre juridique, des réglementations, des usages numériques, peut-être parler des institutions, quelles sont les compétences des différentes institutions. Ouais, des licences aussi dans le juridique, le droit à l'image, le droit d'auteur et les différentes licences de publication. Bon, je vous laisse ça, je vous envoie ça comme ça, je veux pas prendre trop de temps là-dessus. Mais en tout cas, sachez que nous, on est en attente de vos envies, de vos besoins, des idées que vous pourriez avoir pour construire le programme des prochaines rencontres et des prochains webinaires. Oui. Eh ben, merci Pierrot, et n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long du webinaire si vous avez d'autres idées qui viennent ou si vous voulez réagir, parce que tu as beaucoup de propositions intéressantes, donc peut-être que ça va faire aussi réagir les participants et les participantes. Donc vous pouvez réagir aussi un peu en décalé si vous avez besoin d'y réfléchir. Et juste dire aussi que nous, on a apprécié co-organiser avec la licence UGETIC et l'Université de Rennes 2 les différentes journées UGETIC à chaque printemps. Et en tout cas, celle de mai dernier, on voyait qu'il y avait vraiment des attentes importantes sur les questions de la parentalité numérique. Et c'est vrai que ça tombait dans le mille, en fait, par rapport à des préoccupations des professionnels. Et c'est vrai que pour la prochaine, l'idée aussi, c'est de pouvoir tomber juste comme ça par rapport à des préoccupations des pros. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir ou effectivement à revenir vers Pierrot plus tard pour cette journée qui a lieu en mai, donc il y a un petit peu de temps. Mais et puis on est aussi ravis de voir que le format webinaire thématique avec des interventions de spécialistes peut aussi être repris, parce que c'est vrai que c'est un bon moyen quand on agit à l'échelle de la région aussi de pouvoir intégrer et accueillir des personnes un peu de différents départements. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et ben, si vous n'avez pas de réaction ou de questions, on peut passer à la présentation de l'étude. Comme ça, on aura au moins 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour prévoir un petit temps d'échange avec les deux intervenants. Donc, je vais laisser Jérôme Clerget et Mathieu Serrault se présenter et puis vous présenter les différents résultats de l'étude. Je pense que vous pouvez normalement partager vous-même un diaporama. Oui, je m'y attelle. Je vais charger le document et puis ça sera bon. Je vais laisser Jérôme se présenter le temps que je fasse ça. Ben, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci aussi aux organisateurs, au Web Bretagne et en particulier à Agathe avec qui j'étais en contact pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Jérôme Clerget, je suis chercheur à l'Université Rennes 2, membre du laboratoire CREAD, donc le Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique, et du groupement d'intérêt scientifique Marsouin. Je travaille sur les usages des technologies numériques, en particulier sous l'angle de l'inclusion numérique et du numérique en éducation et en formation. Mathieu, tu veux enchaîner et te présenter tout de suite? Donc Mathieu Serrault, également ingénieur de recherche, docteur en sciences sociales à l'université de Rennes 2, au CREAD, et aussi Gis Marsouin, avec sur les mêmes thématiques le numérique éducatif et l'inclusion numérique. Alors le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, il est né d'un constat. Est-ce que Mathieu, tu peux passer la diapo? Le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, il est né d'un constat, c'est celui qu'il existe de nombreuses idées reçues en fait sur les effets du numérique. Donc le numérique créerait des inégalités de toutes pièces, les seniors seraient tous éloignés du numérique, les jeunes seraient tous experts. On entend ces choses dans le débat public de manière fréquente, d'où un projet avec la NCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour la réalisation d'une série de rapports, en fait de 3 rapports de type état de l'art, donc basés sur la littérature scientifique et sur des enquêtes quantitatives de type barométrique,
tels que par exemple le baromètre du numérique de l'ARCEP et du CREDOC, les enquêtes du GIS Marsouin ou encore les enquêtes de l'INSEE. Donc on a réalisé ce travail dans le cadre d'un partenariat, donc Université Rennes 2, Créa de Marsouin, et CREDOC d'un autre côté. Donc on y a travaillé, outre Mathieu et moi, avec Lucie Brice-Mansancal du CREDOC et Pascal Plantard, qui est professeur à l'Université Rennes 2 et co-directeur du GIS Marsouin. Et le premier rapport a été publié en 2023, il s'intitulait « Définir et quantifier l'éloignement du numérique ». Et là, on a publié donc le deuxième rapport, il y a quelques semaines, qui s'intitule « Les professionnels de la médiation numérique au défi de l'éloignement du numérique ». C'est celui dont on va vous parler aujourd'hui. Et puis, il y aura un troisième rapport qui devrait paraître en fin d'année. Donc, ces deux rapports, donc ceux qui ont déjà été publiés, alors attends, juste, t'es passé un peu vite, Mathieu. Ces deux rapports sont disponibles en version complète et en synthèse. Donc, on a une version courte et une version longue sur le site internet du labo Société numérique de l'ANCT. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet. C'est aussi important de préciser d'emblée que ces rapports, ce ne sont pas des nouvelles enquêtes. C'est bien des synthèses des enquêtes existantes, des données existantes, avec leur qualité et leur manque parfois, et des articles de littérature. Ça, c'était important de le préciser d'emblée. Alors un mot encore sur le contexte dans lequel ces études prennent place. On est à un moment historique, si l'on veut, où on a une présence très importante des infrastructures, des équipements numériques. Alors sans évidemment que tout le monde soit équipé et connecté, on a toujours des personnes qui ne sont pas connectées, que ce soit par choix ou par contrainte, mais quand même on est à un moment où le taux de connexion est important. Et on a aussi une numérisation croissante des activités de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'activités qui se font désormais sur Internet, mais en même temps, on a toujours des différences extrêmement importantes en termes d'appropriation des technologies. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui acceptent les technologies, d'autres qui la refusent. On a des personnes qui s'approprient davantage les technologies que d'autres, on pourrait dire. On a des personnes qui se dirigent vers certains types d'usages et pas vers d'autres. Et on a des différences finalement qui sont tantôt choisies pour certaines, tantôt contraintes pour d'autres. Donc on a vraiment une grande hétérogénéité des situations dans la population. Alors là, vous avez un graphique qui est tiré du baromètre du numérique 2023, donc qui montre, qui évoque la question du sentiment de la connexion et du sentiment de compétence. Donc qui montre qu'on a en 2023 9% de personnes non connectées, non internautes, et 22% qui ne se sentent pas compétentes dans la population française. Et on a aussi des situations qui ont été documentées dans la dernière enquête Capuni réalisée par le GIS Marsouin. Celui-là a été réalisé en Bretagne. Donc Mathieu, tu peux passer à la diapo suivante qui montre la typo. Alors je vais pas la commenter en détail, hein, elle est disponible sur le site internet du GIS Marsouin, mais c'était important quand même en intro de revenir là-dessus. Donc il y a 4 groupes qui ont été présentés dans cette typologie. On a un groupe qui est qualifié d'éloigné du numérique au sens strict, donc 18% de la population bretonne, avec une surreprésentation des personnes pas ou peu diplômées et un peu plus âgées que le reste de la population. Mais on a aussi un autre groupe qui a été appelé les tenaces, dont les personnes peuvent aussi être distantes de certains usages. Elles sont un peu moins distantes que les éloignées, mais quand même, elles sont aussi distantes de certains usages, et elles partagent beaucoup de similitudes en fait avec les éloignés. Donc aussi des personnes un peu moins diplômées, moins âgées que les éloignés, mais quand même un peu plus âgées que le reste de la population. Et si on additionne ces deux groupes, on arrive quasiment à la moitié de la population. Alors évidemment, toutes ces personnes, elles n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement. Mais ces chiffres montrent quand même qu'on a des besoins potentiellement très importants en termes d'accompagnement. Tu peux revenir, Mathieu, à la diapo précédente, merci. A fortiori, puisqu'on a aujourd'hui, et ça c'est très récent en réalité, on a ce qu'on appelle une obligation de connectivité, qui s'est installée depuis quelques années, en particulier dans la relation avec l'administration. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation administrative, c'est-à-dire que désormais, les démarches administratives, elles se font en principe exclusivement en ligne. Et on disait qu'on a une part importante de la population
qui est plus ou moins distante des technologies. Cette dématérialisation administrative, elle a eu pour conséquence de confronter une partie de la population à des pratiques numériques complexes. D'où un phénomène de non-recours au droit qui a été constaté pour certaines personnes, qui renoncent à recourir à leurs droits sociaux, par exemple, en raison de difficultés avec les technologies. Et à ce sujet, on a eu 2 rapports du défenseur des droits qui a émis des alertes. Donc ça, c'est important de le garder en tête parce que c'est un contexte qui a évolué récemment au regard de cette dématérialisation. En 2020, on a le dispositif des conseillers numériques, vous connaissez certainement tous, qui a permis le recrutement et la formation de 4000 médiateurs numériques. Et en 2022-2023, on a le Conseil national de la refondation numérique qui a pris des engagements en termes de structuration de la filière de la médiation numérique. Donc l'objectif de ce rapport, c'est de s'inscrire dans ce contexte, on va dire élargi, ce contexte-là, et de réaliser une sorte de panorama de la filière du champ professionnel de la médiation numérique, à l'appui de la littérature scientifique et des enquêtes qui peuvent exister sur la médiation numérique, pour apporter justement des éléments issus de la recherche. On parlait tout à l'heure, Agathe et Pierrot parlaient justement de l'enjeu de diffuser les travaux de recherche. C'est dans cette volonté-là que s'inscrit ce travail. Donc Mathieu, tu peux passer. Voilà. Donc, avant d'aborder les défis actuels de la filière de la médiation numérique, il est d'abord important de revenir dans un premier temps sur, on va dire, les fondamentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que la médiation numérique? Comment on peut la définir? En quoi est-ce qu'elle se distingue d'autres formes d'aide, on va dire, d'accompagnement aux usages des technologies? Et puis ensuite, dans un second temps, c'est Mathieu qui fera ça, on abordera les défis les plus actuels, et puis on y reviendra évidemment avec vous, si vous le souhaitez, dans le temps d'échange qui est prévu à la fin. Donc il faut d'abord rappeler ce qu'est la médiation. Je dirais la médiation avant d'être la médiation numérique. C'est-à-dire c'est d'abord de la médiation qui existe évidemment dans d'autres domaines, dans l'éducation, dans la culture, etc. Donc la première chose à souligner à cet égard, c'est que la médiation, elle a une histoire longue, en fait. Parce que tous les médiateurs numériques n'ont pas forcément conscience qu'ils s'inscrivent dans une très longue tradition, puisque les anciens Grecs sont les premiers à se doter de médiateurs. Et dans le christianisme, les prêtres sont considérés comme des médiateurs entre Dieu et les hommes. Donc on a une idée très ancienne, en fait, qu'un individu peut jouer un rôle de tiers entre deux éléments, c'est-à-dire avoir une position de milieu pour favoriser la mise en relation entre deux éléments. Donc de manière très générale, on peut dire que la médiation, c'est la mise en relation entre deux éléments par un intermédiaire qui est le médiateur. Et au sens strict, c'est ça la médiation, le médium, c'est le milieu entre deux points. Donc la fonction première d'un médiateur, c'est concilier deux parties distantes, rétablir la communication, et on peut illustrer la médiation à travers l'image du pont, c'est relier deux choses. Et dans le domaine plus spécifiquement de l'éducation, de la formation des adultes, on entend généralement par médiation le fait de soutenir une personne dans son cheminement en fait, de construction de savoir, de développement de soi. Et cette médiation, elle se situe à un endroit précis, en quelque sorte, auprès de l'individu. C'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement dans la littérature. C'est une zone qui désigne ce qu'un individu peut apprendre avec de l'aide. C'est-à-dire c'est une zone qui se situe entre ce que l'individu est capable de faire seul, donc là il n'y a pas besoin d'aide, et ce qu'il ne sera pas capable de faire dans tous les cas, il y a ce qu'il peut faire avec de l'aide. C'est entre les deux, et c'est à cet endroit-là en fait, que la médiation elle intervient plus particulièrement. Alors on a différentes formes de médiation, on l'a dit, mais les médiations qui sont vraiment liées à la formation des adultes, comme la médiation numérique, elles ont une particularité, c'est qu'elles se sont développées en lien avec l'éducation populaire, qui là aussi a une origine assez lointaine, alors pas aussi lointaine que l'Antiquité grecque, mais qui trouve son origine dans la Révolution française. C'est là qu'apparaît en fait l'idée qui est centrale encore aujourd'hui, c'est qu'il faut une éducation permanente tout au long de la vie pour la construction de la citoyenneté. Et c'est une idée qui naît à ce moment-là et qui va continuer à se développer en fait tout au long des 19e et 20e siècles et jusqu'à nos jours. Donc cette éducation populaire, elle est définie par la Charte de l'éducation populaire de 2005 comme un art de s'éduquer par soi-même avec d'autres. Et elle a pour particularité d'avoir développé ses propres modèles pédagogiques, en fait,
dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation informelle, alors informelle par opposition à l'éducation formelle qui se fait dans l'école, hein. Donc c'est l'éducation hors l'école, avec des modèles pédagogiques spécifiques, différents de ceux qui se pratiquent à l'école, avec davantage d'horizontalité, souvent l'idée d'apprendre en faisant, et un accompagnement qui peut être tantôt individuel, tantôt collectif en fonction des besoins. Et cette médiation numérique, elle va s'ancrer dans cette éducation populaire. Alors si on s'intéresse un peu à l'histoire, mais plutôt de la médiation numérique en tant que telle, et pas de la médiation en général, mais de la médiation numérique en particulier, on fait traditionnellement remonter son origine en fait au club informatique, c'est-à-dire aux clubs bénévoles des années 80, qui ont été les premiers à chercher à diffuser une culture numérique dans la population, au moment où on assiste à l'émergence de la micro-informatique. Il y a une deuxième étape ensuite, à la fin des années 90, où là on commence à professionnaliser la filière. En fait, la fin des années 90, ça correspond au moment où Internet commence à se démocratiser. Alors à l'époque, on ne parle pas beaucoup de médiation numérique, on parle d'animation multimédia, donc ça fait peut-être écho à quelque chose pour les plus anciens d'entre vous. Et ces animateurs multimédia, ils ont souvent été recrutés dans le cadre d'emplois jeunes. Donc pour le dire autrement, on a un champ d'activité qui est fondé au départ, au tout début, sur des engagements amateurs et bénévoles, qui va être mobilisé par les pouvoirs publics dans une deuxième étape, à partir de la fin des années 90, pour lutter contre ce qu'on appelait à l'époque la fracture numérique. En 2011, on a les assises de la médiation numérique, et en 2015, on a une première définition qui s'impose de la médiation numérique, qui est produite par le Réseau national de la médiation numérique, qui est aujourd'hui la MEDNU, que vous connaissez certainement toutes et tous. Alors, je ne vais pas vous lire la définition intégralement, elle est assez longue, mais vous pouvez la lire sur la diapositive. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'on y trouve en fait les éléments clés liés à l'éducation populaire et à cette histoire particulière de la médiation numérique. Un accompagnement dans le cadre d'une formation tout au long de la vie pour développer une culture numérique qui soit capacitante pour les citoyens. Donc là, on a vraiment les enjeux clés. Et quelques années plus tard, on a Pascal Plantard qui a également apporté quelques éléments de complément sur ces éléments de définition, en insistant sur le fait que la médiation, elle s'inscrit pour les usagers dans un parcours. Donc on a vraiment l'idée de parcours, hein, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, et qui a une démarche plutôt d'émancipation. Donc c'est l'idée de se réapproprier le numérique en fonction de son contexte de vie, plutôt qu'en être en quelque sorte un usager passif. Et puis, pour terminer ce premier tour, ce premier panorama, il faut aussi mentionner le fait que les médiateurs et médiatrices numériques sont aujourd'hui présents dans une grande diversité de structures. Et ça, c'est aussi une caractéristique de la médiation numérique, c'est l'hétérogénéité des lieux d'intervention. C'est-à-dire qu'on a à la fois des lieux, on va dire, anciens de médiation, comme les MJC, les centres sociaux ou les bibliothèques médiathèques, mais on a aussi aujourd'hui des lieux dédiés comme les tiers-lieux et les Fab Labs. Alors si on veut retenir les trois grands traits distinctifs de la médiation numérique tels qu'ils ressortent, hein, c'est un rôle d'accompagnement des publics dans l'appropriation des usages des technologies numériques, la diffusion d'une culture numérique et l'engagement, aider les personnes à s'engager dans un processus d'autonomisation. Alors j'ai mis processus hein, plutôt qu'autonomisation parce qu'on n'est jamais autonome une bonne fois pour toutes. En réalité, c'est toujours un processus qui est continu. Et on a des exemples de personnes qui ont été autonomes, même des exemples d'informaticiens, de personnes qui ont une formation d'informaticien, qui ont été informaticiens dans les années 80 ou 90 et qui sont aujourd'hui en difficulté. Donc ça montre bien que c'est un processus qui se construit dans le temps. Et enfin, cette démarche d'émancipation qui est ancrée dans la réflexivité des sujets sur leur pratique. Alors ces éléments, ça peut paraître un peu théorique, tout ce que je vous ai dit, mais vous allez voir que c'est très ancré dans les enjeux actuels et qu'on a, voilà, qu'on a un pont très net entre ces questions théoriques et les enjeux pratiques. Et je vais te laisser la parole, Mathieu, pour continuer. Merci. Pour les enjeux pratiques, donc, comme en écho à ce que disait Jérôme sur l'hétérogénéité des lieux d'exercice de la médiation numérique, on voit que c'est aussi un champ professionnel aux frontières très poreuses et très floues. Il y a plusieurs emplois types, des titres professionnels, comme vous pouvez le voir, hein, femme manager, animateur, facilitateur de tiers-lieux.
Alors ça, c'est d'abord pour on va dire pour une raison historique, c'est que la médiation numérique, elle entretient des liens très étroits avec les politiques publiques qui la mobilisent pour favoriser l'appropriation des technologies par les citoyens. Donc, il y a eu des médiateurs numériques recrutés dès la fin des années 90 dans le cadre des emplois jeunes, jusqu'à donc différents dispositifs, jusqu'au dispositif conseiller numérique de 2020 que vous connaissez, qui a été porté par le programme Société numérique de l'ANCT. Et dans le même temps, donc, on peut voir plusieurs emplois types ou des titres professionnels qui se sont succédés. Et même si et on peut voir qu'il y a une grande variété d'intitulés de postes et de missions occupées. Ça peut être un médiateur numérique, un animateur multimédia en espace public, un farm manager, un animateur facilitateur de tiers-lieux. Et ces professionnels, soit ils sont certifiés par des formations, qui elles aussi ont des intitulés très divers, soit issus même d'autres secteurs professionnels, par exemple du développement web, ou alors tout simplement avoir appris sur le tas, comme on a pu le voir sur l'histoire longue de l'éducation populaire. L'autre raison, l'autre point saillant, c'est aussi l'irruption du numérique dans le périmètre d'autres professions, notamment à cause de la dématérialisation administrative dont parlait Jérôme en introduction. Cette dématérialisation, elle a rapproché des professions qui auparavant n'avaient pas de rapport. Par exemple, maintenant, les travailleurs sociaux, par exemple, se retrouvent confrontés pour accompagner leurs usagers à des questions de médiation numérique. Donc, on peut dire que des professions qui étaient avant très éloignées vont vont devenir des groupes voisins ou vont faire partie d'un même système de profession, et là sous l'aune de la médiation numérique. Donc, ça va mettre en question les différentes identités professionnelles de ces praticiens. Alors, on peut remarquer qu'il y a en gros 3 profils d'acteurs qu'on peut identifier et qui peuvent exercer plus ou moins fréquemment des activités de médiation numérique. Alors, on a d'abord évidemment les professionnels de la médiation numérique, dont c'est le cœur de métier, c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés, qui interviennent auprès des publics sur des dispositifs numériques dans l'éducation populaire en vue de l'émancipation et de les intégrer dans un processus d'appropriation. On a des professionnels dont ce n'est pas le cœur de métier, mais qui exercent occasionnellement une activité de médiation numérique. Ça peut être par exemple dans une bibliothèque, dans l'animation, dans l'éducation ou dans le travail social. Et puis, les bénévoles qui exercent au sein d'associations, clubs informatiques ou de réseaux plus ou moins informels dans lesquels vont circuler des éléments de savoir sur les technologies. Alors, cette porosité entre les professions, cette incertitude, elle constitue ce qu'on appelle une épreuve de professionnalité pour ces différents professionnels. Parce que ça dépend des contextes d'activité, mais on peut dire que ces professionnels qui vont devoir faire de la médiation numérique ne vont pas tous le faire de la même manière en fonction de leur contexte d'activité, de leurs compétences à eux. Alors, quand on parle d'épreuve de professionnalité, ça désigne en fait une tension entre la mise en œuvre d'une activité professionnelle pour laquelle on a été formé, pour laquelle il existe des procédures standards, des règles, des prescriptions, et le travail sur le terrain avec des situations particulières qui vous obligent à chaque fois à ajuster la généralité de ce que vous avez appris avec les situations plus ou moins inattendues que vous rencontrerez sur le terrain. Donc, quitte à être parfois, comme on le verra, dans la transgression. Donc, c'est savoir faire des pas de côté et se débarrasser, s'il faut, des procédures ou activer différents réseaux qui sortent, on va dire, de la règle stricte. Alors, la première chose, c'est effectivement l'impact de la dématérialisation des démarches administratives. Elle implique une obligation de connectivité. Donc, des médiateurs sociaux, notamment, se retrouvent en fait en situation de devoir réaliser un accompagnement administratif pour leurs usagers. Par exemple, une demande d'allocation pour un adulte handicapé, une demande d'une prestation sociale. Donc, l'irruption de la médiation administrative dans le champ des travailleurs sociaux, alors je vais plutôt vous mettre cette diapo ici,
ça montre que ces travailleurs sociaux, la médiation numérique, ce n'est pas leur métier, et la médiation administrative non plus. Donc, ça, ça les met dans une tension entre leur mission d'accompagnement et les tâches qu'ils doivent réaliser, ces tâches administratives qui, pour eux, constituent, on va dire, le sale boulot par rapport à ce qui est leur cœur de métier, qui est l'accompagnement, par exemple, des familles ou la mise en place, on va dire, de mesures de protection. Et ces agents, ils se retrouvent en fait devant des interfaces numériques qui n'ont pas été pensées pour eux, par exemple. Donc, ils sont finalement dans la même situation que les usagers. C'est-à-dire, ils doivent savoir et pouvoir maîtriser des interfaces numériques qui leur sont imposées de l'extérieur par les différentes institutions. Alors, l'autre malaise, et c'est en ça que consiste l'épreuve de professionnalité, c'est que dans leur métier, ils n'ont pas de mandat clair sur cette mission d'accompagnement et de médiation numérique. Ça veut dire que quand une demande vient d'un usager, généralement sur le professionnel que va reposer la décision de l'aider ou de ne pas l'aider. Donc il peut refuser s'il considère que ça ne relève pas de sa mission. Et ça peut également poser des questions de déontologie, puisque si vous aidez quelqu'un sur une démarche administrative, vous vous retrouvez face à des problèmes de confidentialité de données. Ça peut être intrusif, ça vient questionner l'éthique professionnelle, puisque vous pouvez avoir accès à des informations personnelles comme les comptes bancaires, les réseaux sociaux et les mots de passe. Donc ça provoque, on va dire, un malaise dans chez les travailleurs sociaux qui doivent faire de la médiation numérique. Alors, en ce qui concerne les médiateurs numériques en tant que tels, c'est aussi une source de problème, puisque ils peuvent se retrouver à devoir faire de l'accompagnement administratif, là où leur cœur de métier, c'est plutôt l'accompagnement et l'autonomisation vers la médiation numérique. Donc, on peut voir dans les différentes études beaucoup de médiateurs numériques qui se trouvent confrontés à des démarches administratives pour lesquelles ils ne sont pas formés et pour lesquelles ils n'ont pas les ressources spécifiques ou pour lesquelles ils ne connaissent pas les bons référents. Donc, dans les travaux qu'on a pu voir, les médiateurs numériques vivent assez mal cette irruption de l'administratif dans leur mission et ils considèrent que ça les éloigne alors de leur, entre guillemets, vrai boulot qui est finalement l'encapacitation des différents publics. Donc ces professionnels, des fois, comme les travailleurs sociaux, ils se trouvent contraints de devoir faire à la place des personnes accompagnées, faute de pouvoir répondre autrement à différentes situations d'urgence. Donc ce faire à la place, il est très éloigné de ce qu'est la médiation numérique à la base, comme vous l'a montré Jérôme, c'est-à-dire l'émancipation des individus. Donc ça provoque des tensions dans la relation d'aide. Et les médiateurs numériques aussi doivent souvent prendre seuls la décision de réaliser telle ou telle activité, voire d'assumer le coût de refuser l'aide à une personne. Surtout que dans ce type d'accompagnement, c'est ce que notent aussi les différentes études qu'on a pu voir, les médiateurs sont confrontés souvent à des publics qui veulent une solution entre guillemets clé en main. C'est-à-dire que c'est des problématiques de court terme, des urgences administratives, et ils ne sont pas disposés à être dans une dynamique d'apprentissage, mais à plutôt régler un problème urgent. Une autre épreuve de professionnalité, c'est pour les médiateurs administratifs. Par exemple, les agents d'accueil dans les dispositifs France Service ou des choses comme ça, ou dans des services mutualisés. Alors là, cette épreuve de professionnalité, elle est vécue de manière plus positive, puisqu'on peut voir que ça revalorise le travail de guichet, et ce sont généralement des personnes qui sont mieux formées sur les questions administratives et qui ont, on va dire, un cadre institutionnel qui leur permet de mieux mener ces missions. Et ce que montrent certains travaux, c'est que pour ces médiateurs administratifs, ces tâches liées à l'accompagnement et aux démarches en ligne, c'est plutôt vécu de manière positive, à la différence des autres, comme une montée en compétences. Donc, ils assument de faire à la place des usagers parce qu'ils sont mieux outillés pour les démarches administratives. Ils ont eu des formations, ils ont des interactions plus faciles avec les différents organismes publics. Il y a différents dispositifs, comme Étant Connect, par exemple, qui permet de sécuriser juridiquement l'accompagnement des usagers. Donc,
la mission d'accompagnement qui leur revient, elle est institutionnellement reconnue, et donc ces agents, ils assument de faire à la place des usagers. Et en plus, ils sont plus familiers des différentes solutions qui existent pour faire face aux enjeux déontologiques et juridiques liés à l'accompagnement administratif en ligne, comme le respect de la vie privée, le consentement et les choses comme ça. Donc, comment ces 3 épreuves de professionnalité pour les médiateurs numériques, pour les médiateurs administratifs et pour les travailleurs sociaux, c'est que ça provoque des reconfigurations professionnelles et que ça nécessite une juste articulation entre la médiation numérique en tant que telle et la médiation administrative. On voit qu'il y a une complémentarité de l'intervention de ces professionnels et pour les politiques publiques, ça nécessite de bien penser la complémentarité de l'intervention de ces professionnels pour éviter un report de la charge et de la responsabilité sur certaines professions, comme par exemple sur les travailleurs sociaux. Et je passe la parole à Jérôme pour le mot de la fin. Merci Mathieu. Oui, alors en conclusion, que retenir de ce panorama? Alors d'abord que la médiation numérique, elle s'est construite dans le temps, progressivement, depuis les années 80, en lien d'abord avec l'éducation populaire, sur des enjeux de diffusion de culture numérique et d'émancipation des publics. Mais aujourd'hui, la filière, elle reste fragile. C'est-à-dire que la médiation numérique, elle a presque 30 ans d'existence. Si l'on retient la partie professionnalisation, à la fin des années 90, on arrive à presque 30 ans d'existence. Et en même temps, cette médiation numérique, elle est toujours imparfaitement structurée, on pourrait dire aujourd'hui. Elle est toujours hétérogène, avec des médiateurs qui ont eux-mêmes des profils très différents, et sur qui on pose des attentes croissantes. C'est-à-dire que leurs responsabilités s'accroissent dans le temps, et aujourd'hui, ils doivent faire face à la dématérialisation qui vient interroger leurs activités. Quel temps reste-t-il pour les activités cœur de métier, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, culture numérique, émancipation des publics? En même temps, on assiste, comme le disait Mathieu, à une irruption de ces questions-là de numérisation et de dématérialisation administrative dans le périmètre d'autres professions, ce qui vient brouiller en quelque sorte les frontières entre les différentes professions. Dans le travail social, dans l'animation socioculturelle, dans l'accompagnement socio-éducatif en général, en fait, on a une grande partie de professions qui accueillent du public, ou on va dire des métiers du care en général, qui peuvent se trouver être sollicités par des personnes sur des questions liées au numérique. Et tout ça, ça interroge en quelque sorte les identités professionnelles des médiateurs et médiatrices numériques d'un côté, mais aussi de ces autres professions-là. Alors il existe d'évidence des besoins en termes de formation, c'est ce que relaient souvent les médiateurs et médiatrices, besoin de formation initiale, mais aussi tout au long de la vie, sur la base de formations pluridisciplinaires qualifiantes. Donc ça pose la question des filières de formation. Pierrot pourra peut-être dire un mot là-dessus. Mais se pose aussi la question, disons, d'une clarification des rôles, des tâches, qui fait quoi entre les différents professionnels. Et en même temps, cette question, elle impose aussi de réfléchir à la question de la mise en réseau de ces acteurs, tous ces acteurs finalement de l'accompagnement, mais qui n'accompagnent pas de la même manière, qui ne font pas les mêmes choses, mais qui en même temps sont un peu voisins. Et donc de comment on peut réussir à mettre en réseau et à la fois envisager une répartition des tâches, une répartition des rôles entre acteurs qui permettent à chacun de ne pas mettre de côté en quelque sorte son corps de métier. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, merci beaucoup pour la présentation de l'étude. Et donc, j'ai mis le lien dans la discussion, donc n'hésitez pas à aller regarder le rapport et effectivement la synthèse aussi qui est plus abordable peut-être si on a peu de temps pour lire. Donc on vous invite, si vous voulez, à poser des questions ou à réagir si vous le souhaitez. A priori, il n'y a pas eu de questions pendant la présentation dans le chat. Donc vous pouvez activer vos micros. Si vous voulez prendre la parole, c'est le moment, n'hésitez pas. Ou poser les questions dans le chat.
Moi, le temps que les questions viennent, j'avais juste peut-être une question pour lancer un peu les discussions. En fait, il y a le dernier chapitre de votre étude qui est un peu en guise d'ouverture sur les environnements capacitants pour les professionnels de la médiation numérique. Et donc là, vous avez fait aussi un peu une sélection pour la présentation et je me demandais si vous pouviez dire quelques mots de ces questions-là, de quels sont les environnements et les facteurs en fait qui permettent aux professionnels de monter en compétences, de se développer professionnellement. Je pense que ça pourrait intéresser à la fois les pros et puis peut-être aussi Pierrot sur des prochains temps de webinaires ou d'animation. Oui, bien sûr. Alors effectivement, on a fait une sélection, on n'a pas voulu parler de tout dans le détail parce que c'est toujours un peu compliqué dans un temps contraint et le rapport en lui-même est assez long, même si effectivement il y a une version courte, synthétique, qui est aussi disponible pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps, comme tu me disais, de se plonger dans l'ensemble du rapport. Il y avait aussi j'en profite aussi pour dire qu'il y a des éléments de quantification qui sont aussi présentes dans le rapport qu'on n'a pas abordé. Alors sur la partie environnement capacitant, en fait, effectivement, on a voulu expliquer ce qu'est, d'un point de vue conceptuel, un environnement capacitant, et en donnant quelques pistes. Alors évidemment, en restant nuancé, c'est-à-dire qu'il c'est pas de donner des recettes pour dire comment faire en sorte d'avoir un environnement capacitant, parce qu'en réalité, il y a une tellement grande hétérogénéité de structures dans les cadres desquels interviennent des médiateurs et médiatrices numériques, que c'est quasiment une mission impossible en réalité. En revanche, on a voulu mettre en place quelques éléments qu'on pouvait retrouver dans la littérature. Par exemple, le fait de permettre aux personnes, aux médiateurs et médiatrices numériques d'avoir des temps d'échange entre eux, et dans les structures et entre structures, on a remarqué que c'était souvent mentionné comme étant un facteur d'incapacitation des médiateurs et médiatrices. Le fait de pouvoir discuter entre eux, dans le cadre de ce qu'on appelle dans la littérature des comités de pratique, c'est vu comme quelque chose de très utile et très positif qui contribue aussi à la professionnalisation. Mais ça implique un volet à la fois, ça implique d'avoir des organisations qui veuillent bien le mettre en place. Donc il y a à la fois un volet, il faut que les médiateurs et médiatrices le souhaitent, qu'elles aient du temps pour y participer, mais ça implique que les organisations puissent aussi travailler à permettre, ne serait-ce que par des aménagements d'agenda, par exemple, ces discussions, ces rencontres entre professionnels. C'est un exemple. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux peut-être compléter, donner d'autres éléments. Pour compléter, c'était qu'en fait, on a convoqué la notion d'environnement capacitant parce que dans la littérature, on la trouve intéressante parce qu'elle interroge le rôle des organisations dans le développement des capacités de leurs agents, donc les contextes. Donc effectivement, comme disait Jérôme, c'était pas pour donner une recette de ce qu'est un environnement capacitant, mais c'était pour donner quelques pistes pour les professionnels, pour qu'ils aient une réflexion sur la manière dont le travail s'organise, mais ça va aussi plus loin que le travail, hein, c'est le contexte géographique, territorial, et qu'est-ce qui fait que ça peut soit donner plus d'autonomie aux individus dans leur activité, soit les gêner. Voilà, donc c'était vraiment pour donner des clés pour, on va dire, une analyse de l'environnement de travail au sens très large. Oui, merci. En tout cas, on s'est attelé ces 3 dernières années à essayer de recomposer des communautés d'échange entre professionnels et on voit que c'était souvent très apprécié. Donc, on va dans ce sens-là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Pierrot, peut-être tu veux réagir Moi, j'ai à la envie de poser présentation? une question aussi, ouais. Jérôme et Mathieu, vous avez parlé des épreuves de professionnalité de nos métiers en faisant un focus vraiment sur la question, en tout cas des démarches administratives. Mais moi, je voudrais aussi, alors je ne sais pas s'il s'agit d'épreuves de professionnalité, mais moi, ça fait des années que je travaille là-dedans et j'ai l'impression d'avoir connu un peu des années tranquilles dans le passé. Il y a un moment où, Jérôme, tu évoquais qu'on faisait face à des attentes croissantes. Et en tout cas, moi, je ressens ça. Je constate des besoins croissants sur le terrain. On accompagne les gens dans leurs besoins sociaux pour l'accès à la santé et pour
plein de thématiques de la vie courante. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est... alors, certes, il y a eu un gros programme avec des financements importants qui est arrivé il y a quelques années et là qui disparaît totalement. Et je ne sais pas s'il s'agit d'épreuves de professionnalité, mais je le ressens un peu de cette manière. C'est comment on peut continuer à agir si finalement il n'y a plus de moyens. Vous parlez d'environnement capacitant, j'imagine que les ressources financières en font partie. Je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, s'il y a des éléments qui peuvent nous aider à faire reconnaître en tout cas les besoins culturels, éducatifs, sociaux portés par la médiation numérique et à trouver des moyens de le faire financer. Et cette question, elle fait aussi le pont avec la situation actuelle du hub et j'aimerais bien qu'on ait un peu de temps pour en parler aussi, quoi. Merci Pierrot. Mais oui, alors dire qu'on a des données, ce serait beaucoup dire, mais en revanche, c'est une préoccupation. Enfin, là, je pense que tu te fais le porte-parole de nombreuses personnes dans la profession, parce que c'est quelque chose qu'on entend même dans d'autres cadres, dans nos interventions, ça revient énormément. C'était revenu aussi, me semble-t-il, tu confirmeras Mathieu, mais je crois qu'au NEC aussi, des personnes avaient, dans la présentation qu'on avait fait au NEC, des personnes avaient évoqué ça aussi. Oui, la question des financements. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est une constante, en fait, de la médiation, c'est-à-dire depuis le début, ce sont plutôt des emplois assez précaires en réalité. Les emplois jeunes, c'était ça, hein, l'idée c'était de recruter plutôt des jeunes éloignés de l'emploi pour aller vers ces métiers. Donc en fait, la médiation, elle s'est construite au départ presque d'emblée, en fait, dès qu'elle se professionnalise, elle s'est professionnalisée sur la base de contrats de ce type. Et ça a été effectivement une constante. Donc ça, on le sait, on a le recul historique pour le dire. Après, quand tu as trouvé des financements, ça paraît effectivement une problématique centrale. Et effectivement, ça relève aussi des questions de capacité, parce que c'est aussi une instabilité pour les agents de ne pas savoir s'ils pourront, à la fin de leur contrat, continuer leur travail, et pour les structures aussi, qui enclenchent des dynamiques et qui ne savent pas si ces dynamiques peuvent être interrompues peut-être presque du jour au lendemain parce qu'un financement s'interrompt. Donc je pense que c'est effectivement central. Mais voilà, c'est toujours la question de l'argent, la question des financements. Tu fais bien de la soulever, mais voilà, on n'a pas beaucoup plus d'autres éléments que d'amender dans ton sens et de dire qu'effectivement, c'est le constat qu'il faut dresser. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux dire quelque Non, mais je chose. suis tout à fait d'accord avec toi et avec ce que dit Pierrot, hein. Quand on parlait des dynamiques capacitantes, comme tu me disais, une dynamique, c'est un processus, et dans les dynamiques qui est nécessaire aux dynamiques capacitantes, comme on a pu l'écrire, c'est la mise à disposition de ressources. Donc les ressources, c'est autant effectivement des matériels, des équipements, que des personnes qui soient formées et qui soient aussi du même coup dans une dynamique et dans des conditions d'existence qui font que ce soit leur contrat de travail, leur environnement de travail, sont à même d'être dans ces dynamiques. Effectivement, si on est sur une médiation numérique qui est précaire, au sens de contrat précaire pour les gens qui l'exercent, et précaire au sens de la durée, puisqu'elle dépend on va dire, du politique publique qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain sans visibilité. Effectivement, ça c'est pas une dynamique capacitante, effectivement. Elle est même incapacitante. C'est ça. Vous avez parlé aussi d'une diversité des approches professionnelles et des contextes. Voilà, précarité des postes en lien avec une difficulté d'identifier finalement les périmètres professionnels de la médiation numérique. Je sais que au niveau national, il y a un EDEC qui est une étude d'emploi et de compétences qui est en train d'être menée, qui va déboucher, si j'ai bien compris, à des parcours de formation de formateurs de médiateurs et médiatrices numériques. Bon, j'ai pas été convaincu sur en tout cas la destination de ce travail pour faire un parcours de formation de formateur. En tout cas, je ne vois pas de débouché, en tout cas de contexte actuel qui permettrait de financer et faire vivre ce genre de dispositif. Par contre, ils ont fait un travail formidable d'identification des compétences à l'œuvre dans nos métiers, très, très complet, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Et donc,
ça va sortir bientôt. J'espère que ce genre de travail peut contribuer, en tout cas, à une reconnaissance des qualités professionnelles, des compétences très variées qu'on peut mettre en œuvre dans nos métiers, pour que ça arrive à une espèce de compréhension parmi les décisionnaires des politiques publiques, pour valoriser, en tout cas, et les compétences des professionnels et aussi les besoins sur les territoires. Donc voilà, cette histoire n'est pas finie, mais voilà, en Oui, lien tout à avec fait. le besoin de formation continue, évidemment, des professionnels. J'abonde tout à fait dans ton sens, Pierrot. C'est ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une évolution en fait des tâches accomplies par les médiateurs et médiatrices. C'est-à-dire qu'au départ, c'était surtout des tâches d'animation, pour dire presque d'animation pure, enfin, c'était centré là-dessus. Et avec le temps, on voit ça, effectivement, une montée en responsabilité, on pourrait dire, avec aujourd'hui des médiateurs qui exercent de plus en plus des tâches de gestion, de management, d'animation de réseau. Voilà. Donc c'est à la fois important qu'il y ait une reconnaissance dans les titres et les certifications et dans les référentiels de compétences, etc., de ces responsabilités. Et ça, je pense que si ça peut déboucher là-dessus, effectivement, l'EDEC aura eu vraiment un intérêt central. Alors on n'a pas travaillé avec l'EDEC, c'est-à-dire nous on était là, on avait une mission entre guillemets avec ces rapports-là, c'est d'apporter des éléments en permettant à ceux qui le souhaitaient de s'en saisir ou pas s'en saisir, voilà. Mais on a échangé quand même avec eux, notamment avec Stéphane Gardet qui travaille, tu connais sans doute, et qui travaille Ouais. là-dessus. On a eu un temps d'échange, donc on était un petit peu tenu au courant de loin, mais et effectivement, je pense que ça, c'est d'un grand intérêt. Il y a une question dans l'espace de discussion, j'en profite, parce qu'il est déjà 14h05, mais on peut peut-être prendre quelques minutes encore. C'est une question de Jean-Michel sur la connaissance ou plutôt la méconnaissance des missions du conseiller numérique. Justement, il y a toute une partie de l'étude qui porte sur la connaissance Oui. des lieux de médiation numérique. Donc, si vous voulez en dire un petit mot. Alors, je pense qu'il y a deux éléments deux éléments de réponse à apporter à cette question. Je pense qu'il y a à la fois les missions du conseiller, il y a effectivement les structures. Dans les structures, on constate que c'est plus ou moins connu, on va dire. Certaines sont connues et celles qui sont les mieux connues, c'est souvent celles qui sont dans les mairies ou dans les bibliothèques, qui sont des lieux historiques en fait, qui ont pour elles l'antériorité, on pourrait dire, puisqu'elles sont souvent là depuis le début. Elles accueillent souvent pas toutes, mais certaines accueillent des médiateurs numériques, médiatrices depuis longtemps. Mais effectivement, on constate qu'il y a une certaine méconnaissance de certains lieux qui n'ont pas passé le cap qui leur permettent d'être bien identifiés. Et notamment, toutes ne sont pas bien identifiées par les personnes qui en auraient besoin, en fait. C'est là qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont été interrogées qui montrent que en réalité, c'est parfois les personnes qui n'en ont pas besoin qui connaissent le mieux l'existence de ces lieux. Donc il y a un travail certainement à faire là-dessus, de mise en visibilité de l'ensemble en fait des lieux de médiation, en comptant sur le fait que leur hétérogénéité complique parfois une force par de nombreux aspects, puisque ça permet de toucher différents publics, mais ça peut aussi parfois être un frein dans la mesure où certaines personnes ont encore une vision un peu plus réductrice et n'identifient pas tous les lieux. Et puis à cela s'ajoute le fait que le réflexe de nombreuses personnes lorsqu'elles sont en difficulté, c'est d'abord de se tourner vers des proches en réalité, donc vers des collègues de travail, vers des amis, vers de la famille. Et souvent, les solutions plus institutionnelles viennent dans un second temps, avec certains publics en particulier qui sont toujours un petit peu méfiants. Notamment, on sait que dans certains QPV, on a des méfiances vis-à-vis des solutions qui peuvent paraître comme institutionnelles. Donc, il faut arriver là aussi à toucher les gens. C'est pas forcément toujours un problème de personnes qui ne connaissent pas les lieux, mais finalement d'arriver à les faire venir, à lever les appréhensions. Ça, c'est encore un deuxième enjeu. Voilà. Je ne sais pas si Mathieu, tu voulais. Non, pour compléter, oui, effectivement, il y a un Ok. chapitre là-dessus, surtout avec des données du CREDOC, et effectivement qui souligne le paradoxe dont tu parlais, que les lieux de médiation, ils n'ont pas tous la même notoriété, et surtout, ils n'ont pas tous la même notoriété selon le degré d'éloignement du numérique des individus. Donc, effectivement, c'est les mairies, les intercommunalités ou encore les médiathèques, bibliothèques qui sont les lieux de médiation les plus connus, mais quel que soit le rapport entretenu avec le numérique, mais
on constate que les internautes qui ne se sentent pas compétents, ils sont moins au courant de la possibilité d'une médiation numérique dans ces lieux. Donc c'est ce que montre aussi l'étude, effectivement, qu'il y a pour des raisons historiques des lieux qui sont bien identifiés, mais les publics les plus en difficulté sont également ceux qui sont le moins au fait de l'existence ou de l'existence d'une médiation numérique dans ces lieux. Et je peux rajouter un truc qui n'est pas absolument sourcé scientifiquement, mais que je ressors de l'expérience de mes discussions avec les usagers aussi. C'est qu'on a quand même une société qui avance à fond la caisse dans sa transition numérique et à tous les niveaux. Et les personnes qui se retrouvent un peu en difficulté là-dessus ont intériorisé qu'elles aient une forme de déclassement, on va dire. En tout cas, c'est assez dur d'accepter d'aller dire ouais, j'ai besoin d'aide, je me sens largué. Donc il y en a qui arrivent à le faire, mais pour beaucoup de personnes qui auraient besoin de nos services ne vont pas faire la démarche de venir parce que ça les met dans une situation vraiment difficile de se dire bon ben moi je suis largué. Et vous le savez, je pense que tous ceux qui accompagnent des publics, quand ils rencontrent une nouvelle personne, cette personne se dévalorise énormément. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là-dedans où il faudrait que, en fait, finalement, nous, on joue ce rôle aussi d'aller chercher les gens, de leur montrer que c'est normal, qu'on galère, on en est tous un peu là, et qu'il n'y a pas de honte et qu'on a besoin d'apprendre collectivement. Oui, alors effectivement, tu fais bien de le dire. Alors c'est sourcé un peu. Il n'y a pas énormément d'enquêtes sur ces questions, mais un peu. Avec notamment le rapport au numérique, notamment aux difficultés dans le numérique, qui ne sont pas les mêmes en fonction des publics. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des publics qui ont intériorisé l'idée qu'ils devraient être à l'aise avec le numérique. Et là, il y a un problème quand ils ne le sont pas, parce qu'il y a finalement une discordance avec l'image sociale qu'ils sont censés avoir, notamment des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a le mythe des natifs du numérique, les digital natives. C'est l'idée que les jeunes sont forcément experts du numérique parce que nés avec le numérique. Et donc pour les jeunes, c'est particulièrement difficile, c'est une souffrance de rencontrer, de le dire finalement, parce qu'ils ont intériorisé l'idée que c'est pas ce qui devrait être, c'est pas la même sorte à leurs yeux. Et on a d'autres publics à l'inverse, comme des personnes âgées, qui elles, au contraire, ont intériorisé une image sociale du senior qui est en difficulté. Et pour le coup, ça explique que souvent, alors c'est pas systématiquement le cas, mais on a quand même certaines enquêtes qui tendent à montrer qu'il y a un public de la médiation numérique qui est plus âgé. Alors il y a effectivement le fait qu'il y ait aussi un peu plus d'éloignés du numérique parmi les plus âgés, mais c'est aussi un peu plus facile pour eux de le dire, et souvent ils disent, vous savez, je suis une personne âgée, donc voilà, ça explique que je sois éloigné. En fait, c'est acceptable socialement d'être éloigné quand on est plus âgé, c'est moins acceptable socialement quand on est plus jeune. Ça, c'était pour abonder dans ton sens, Pierrot, et pour apporter des éléments de complément. Mathieu, tu veux compléter ou non? Juste compléter, c'est des choses qu'on avait un peu évoquées dans le premier rapport dont on parlait. Voilà, effectivement, comme tu disais, sur cette image sociale des natifs du numérique, c'est aussi même s'il n'y a pas beaucoup de différences de genre dans l'accès aux technologies numériques, généralement, les femmes, de manière générale, sont plus susceptibles de sous-estimer leurs compétences et leurs capacités en ligne par rapport aux hommes. Donc, il y a aussi, oui, toutes ces questions de représentation culturelle qui sont assez intéressantes à connaître quand il faut, comme tu dis, Pierrot, aller chercher les gens. Voilà, savoir quelle image ils ont de leur propre capacité ou incapacité et à quel point elle est fondée ou est-ce qu'elle repose juste sur une représentation. Ouais, dans l'étude, juste pour rebondir, il y avait un point positif aussi, c'était de voir que la proximité d'un lieu de médiation numérique avait un effet positif sur la connaissance des possibilités d'accompagnement pour les personnes. Et donc, bon, voilà, ça va vraiment dans le sens de multiplier les lieux de médiation sur le territoire et de maintenir notamment les postes d'accompagnement au plus près des usagers. Mais c'était intéressant de le voir aussi objectivé comme ça. Il est déjà presque 14h15, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Si c'est le cas,
On peut en prendre une dernière rapidement, si quelqu'un veut prendre la parole, mais j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Ouais, Oui, très bien. est-ce que je peux réagir? Ah, Oui, allô? oui, Oui. oui, on t'entend. Conseiller numérique à Plérin depuis. Ah, le micro, il est coupé, Jean-Michel, il faut que tu le réactives. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui? Oui, Ok. Donc là, c'est moi qui me posais la question par rapport à au niveau communication, c'est-à-dire que les missions du conseiller numérique, je suis surpris que très souvent, ils ne connaissent pas comme j'ai dit, par rapport à ceux qui en ont plus besoin. Le fait que ce soit pas assez connu, enfin, ce serait plus connu, peut-être que ça pourrait justement être plus facile à valoriser justement ce métier-là, et pour justifier également le financement. Je trouve qu'au niveau national, en fait, c'est pas assez visible. Même si on n'en a pas besoin, pour moi, c'est tout le monde devrait les connaître, même s'ils n'en ont pas besoin, parce qu'à un moment donné, ils pourront en avoir besoin, ou même dire à d'autres personnes qu'ils croisent que ça pourrait servir. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. oui, tout à fait. Bah, en plus, c'est vrai que le dispositif, la conseiller numérique, avait peut-être aussi, enfin, été dans ce sens-là, de donner un peu une image un peu cohérente sur les missions des conseillers numériques, mais donc il y a encore une marge de progrès pour que ce soit bien identifié par toutes les personnes qui peuvent avoir un besoin un jour. On a animé quelques ateliers là-dessus. Il y a encore quelques traces normalement sur comment valoriser son activité. On pourra peut-être te renvoyer des choses, mais bon, effectivement, c'est de toute façon des enjeux qui se posent sur toutes les missions d'accueil du public. Donc, on te rejoint. Si je pouvais rajouter une petite chose. Oui, Vous m'entendez? Oui, bonjour. Mickaël, Oui, oui. effectivement, effectivement, le besoin, comme a été exprimé précédemment, du coup, d'avoir des conseillers numériques, mais effectivement dans le futur aussi, et autrement, et en lien avec la citoyenneté numérique et tout ce qui s'accélère en termes de numérique avec l'intelligence artificielle. Et puis, en termes de numérique, bah, ce qui va aussi ce qui peut être nuisible pour tout chaque citoyen, comme bah, les arnaques liées au numérique, le hameçonnage, les appels téléphoniques. Et tout ça est beaucoup en lien, je pense, avec tout ce qui est la récupération des données personnelles, puisque du coup, c'est un vrai vivier pour tout ce qui est arnaque liée au numérique. Et chaque citoyen, en fait, devrait être sensibilisé à tout ça, et entre autres, à son identité numérique et à protéger ses données personnelles. Et dans le futur, ça va être, je pense, avoir une croissance énorme à ce niveau-là, et des besoins énormes. Voilà, je voulais le partager. Ouais, merci Mickaël. Non, ça va être un enjeu contemporain et prégnant. Eh bien, merci à nos trois intervenants pour cette présentation. Et donc, n'hésitez pas à revenir aussi vers Pierrot par la suite pour d'autres besoins, d'autres idées qui vous viendraient à l'esprit. Nous, on pourra aussi peut-être te pousser quelques idées, parce qu'il y a des choses qu'on avait identifiées, donc ça pourra servir. Et donc, Avec merci plaisir. à tous les participants. Je sais pas s'il y a des questions du coup plus sur le sujet hub. On est là tous les trois. Il y a Antoine, je pense, qui est encore connecté. Voilà, Je suis là, n'hésitez oui, pas. tout à fait. Ouais. Sinon, le site internet du hub, il est encore en ligne pour quelques semaines. Donc, si vous voulez aller trouver de la ressource, c'est le moment. Après, il y aura des ressources. Enfin, il y a déjà des ressources en fait qui ont basculé sur le site internet de la Fédé des centres sociaux de Bretagne. Il y a une page hub, donc vous pouvez aussi en retrouver ici. Sur les bases aussi, si vous avez le réflexe, les bases, on a un catalogue Hub Bretagne pour un numérique inclusif. Et donc, Antoine, Laura et moi, on est encore là jusqu'à mi-juillet. Donc, on reste disponible si vous avez des questions.